Merci beaucoup, docteur Noël Tchani-Mwadianvita, pour cette intervention. Nous allons directement inviter le professeur Émile Ngoï Kassongo pour nous parler, bien sûr, des conséquences du bradage sur l'économie congolaise. Professeur. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers étudiants, parce que j'en ai remarqué la présence de certains d'entre eux ici, mes chers amis, nous avons un réel bonheur parce que lorsque notre distingué ami Freddy Mulumba nous avait fait partager l'idée de nous retrouver en discussion sur ces sujets majeurs pour l'avenir de notre pays, on était loin de savoir que le chef de l'État, le président de la République, allait anticiper sur les sujets. Nous réclamons ici la révisitation, mais le chef a annoncé la révisitation. En réalité, le débat est clos, mais nous devons discuter. En cela, je voudrais ainsi donc saisir cette opportunité pour rendre hommage à l'autorité suprême, au chef de l'État, M. Félix, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et pour cette décision, j'aurais souhaité que dans cette salle, on puisse lui rendre un standing ovation. Merci infiniment. C'est ça être congolais. Quand ça marche, quand ça avance, nous devons savoir apprécier et rendre hommage. Et là où ça n'avance pas, eh ben, il faut le faire comme mon distingué collègue, le professeur Tiani, les fait. Il dénonce, n'est-ce pas? Et il dénonce dans la bonne direction. Il faut que les meilleurs d'entre nous soient là où la République doit être. La République doit défendre nos intérêts, nos valeurs. Pour ma part, c'est toujours un peu, si vous voulez, délicat d'intervenir après autant d'interventions que j'ai beaucoup apprécié moi-même, l'intervention introductive de M. Freddy Mulumba et la démonstration qui a été faite sur ses connaissances dans les dossiers miniers de la RDC, le professeur Tiani. Et tout cela me conduit juste à voir dans mon intervention en quoi je n'ai pas apporté une petite valeur ajoutée. Et c'est en cela que je vais m'engager. Mes chers amis, notre intervention, telle qu'elle a demandé les organisateurs, je salue aussi les magazines Renaissance, que je félicite et que j'encourage pour cette initiative. Notre intervention s'inscrit dans la problématique récurrente du bradage des ressources minières de la République démocratique du Congo, et notamment ses conséquences sur l'économie nationale. La situation de notre pays, obligé de brader ses ressources minières sans aucun moyen de les valoriser, n'est pas sans conséquence sur l'état de la pauvreté dans laquelle croupissent une grande majorité des Congolaises et des Congolais. Économiquement, si on ne faisait rien, si on laissait faire ces bradages, j'aurais envie de dire le Congo est mal parti. Si je dis le Congo est mal parti, certains auront compris. Je pense que Freddy l'aura compris. C'est René Dimon en 1962 qui avait publié cet ouvrage prophétique où il disait « L'Afrique est mal partie ». Si on n'arrête pas les bradages, permettez-moi de faire cette analogie, paraphraser René Dimon, les Congos seraient mal partis. Heureusement, le président vient de donner les go. En effet, je voudrais faire allusion, en parlant de cela, à la situation économique de l'un des pays les plus riches de la planète en potentiel minier, et aussi les plus pauvres, comme pour dire un pays riche en sous-sol et pauvre en surface.
C'est la petite définition que généralement les Français donnent de la RDC. Pays riche en sous-sol, mais quand vous arrivez en surface, les gens sont pauvres. Notez que je reprends quelques statistiques évoquées ici. 70, bien que les sources ne sont pas identiques. Notez que 70% des Congolais vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1,25 $ par jour. Si vous multipliez par 365 jours, vous êtes sûr de tomber sur le revenu annuel d'un Congolais moyen, c'est-à-dire quelque chose comme 450 $. Et si on veut devenir un pays émergent, puisqu'on a entendu dire, vous vous souvenez, il y a une décennie, on a entendu les slogans des objectifs 80. Ceux qui première étaient deuxième, ceux qui troisième, tout qu'on y m'a monté. Vous vous souvenez, c'est de ma génération. Et puis il y a une décennie, nous avons parlé de l'émergence en 2030. C'est-à-dire que le Congo en 2030, chaque Congolais devait avoir un revenu moyen de l'ordre entre 4 500 et 5 000 $. Ça nous a fait tous rêver de savoir qu'on va passer de 450 $ en moyenne de revenus annuels à quelque chose comme 5 000 $, puisque nous allons devenir en 2030 un pays émergent. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une chimère, parce que 2030, c'est juste devant nous ici. Nous sommes en 2021, dans 9 ans, on sera en 2030. Tout à l'heure, dans la présentation, je remercie le brillant présentateur qui l'a fait, le modérateur, le maître d'essayant, qui a parlé de ma dernière étude sur la clé de l'émergence et l'économie congolaise. J'ai fait une étude simple pour dire, premièrement, au rythme de croissance que nous faisons actuellement, nous avons une croissance moyenne de l'ordre de 4,4%. À ce rythme-là, est-ce que nous pourrions passer de 450 $ à 5 000 $ de revenus moyens chaque Congolais en combien de temps? Quand on fait cette étude jusqu'au bout, à ces rythmes de croissance que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai un ami qui m'attend à Matadi, je lui dis que je vais arriver à Matadi avant qu'il soit 19 h. Il va me poser la question, comment? Tu viens par avion, par véhicule? Si je lui dis que je viens à pied, au rythme par exemple de tous les 3 heures pour faire 1 km, ou bien par exemple pour faire 10 km, il va me dire, vous n'y arriverez jamais. Comment faire qu'au rythme de 4,4% chaque année, nous puissions devenir ces pays émergents, faisant rentrer des revenus par habitant sur une fourchette entre 4 500 et 5 000 $. Eh bien, si nous allons à ce rythme-là, le Congo sera émergent. Mais vous savez après combien de temps? Après 2 siècles et 8 ans, c'est-à-dire après 208 ans, nous serons pays émergents. Je me demande si dans cette salle, il y aura un vivant pour voir cela. Donc ça voudrait dire que si nous continuons à créer de la richesse à ces rythmes-là, l'émergence du Congo, le bonheur, le bien-être économique, certainement pas notre génération, ni les 2 autres qui vont suivre. Et donc j'ai fait les scénarios, j'ai dit, bon, ok, le Congo fait un effort pour arriver à une croissance économique à 2 chiffres. Une croissance économique à 2 chiffres commence par 10%. Or, dans l'histoire, j'ai cherché dans l'histoire de la République, à quel moment nous avons réussi à faire cette croissance à 2 chiffres. J'ai regardé, j'ai trouvé une période que j'appelle les 7 glorieuses. C'est l'année de 1967 à 1973. En 70, la RDC a fait 9,7% de croissance. Il n'a pas atteint les 10 chiffres. Il a échoué à 0,3%. Point de pourcentage. Et donc, c'est pour dire que atteindre les 10%, nous devons travailler comme on n'a jamais travaillé dans ces pays. Parce qu'on n'a jamais atteint les 10%. Et là, si nous arrivons au rythme de 10% de croissance chaque année, ça ne se fera pas en 2 ans, 3 ans, nous devenons émergents, ça prendra 35 ans pour devenir un pays émergent. Or, l'objectif que nous sommes en train de poursuivre ici, nos discussions, c'est de voir comment nos minéraux peuvent nous aider en créant davantage de richesses pour permettre d'améliorer. Parce que l'objectif de l'économie ne vaut que lorsqu'elle peut partager du bonheur. Et le bonheur que l'économie peut partager, c'est le bien-être. Et donc, si nous n'arrivons pas à une création de richesses efficientes, nous n'allons pas y arriver. Et donc, pour revenir à la fibre de notre exposé, nous disons que les effets de la croissance économique, parce qu'on nous a chanté depuis 2002 cette belle envolée croissance économique.
Même nos mamans qui vendent au marché des Sombazigida ou des Gambela, ou ici, non loin, le marché des Kalembelembe, ils connaissent les cadres macroéconomiques. On a tellement vanté les cadres macroéconomiques que finalement, nous y sommes arrivés. Nous avons même démenti celui-là même, Nicolas Kaldor, un économiste anglais, qui a défini les cadres macroéconomiques. C'est tout simplement les 4 objectifs que poursuit toute politique économique. Stabilité des prix, équilibre extérieur, création d'emplois, pas de chômage, au moins de 4%, et production intérieure brute, taux de croissance élevé. Mais il a dit, aucun pays ne l'a jamais réalisé. Aucun pays ne peut atteindre simultanément ces 4 objectifs simultanément. Et c'est pour ça qu'il a appelé ça les carrés magiques. Nos jeunes économistes en herbe qui sont ici, ils le savent, c'est le fameux carré magique. Mais lorsqu'on regarde les résultats qu'on nous a présentés en cette période-là, qu'on avait l'inflation presque à 0, que la croissance économique est en train de frôler même d'arriver à des chiffres, que l'équilibre extérieur était excédentaire, on était même en excédent, qu'on avait créé même 40 ou combien % de création d'emplois. Donc finalement, la RDC avait démenti les principes du fait qu'on ne peut pas atteindre les 4 objectifs simultanément. Mais en réalité, ce n'est pas ça, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, la croissance était là, mais elle n'était pas inclusive. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas amélioré les conditions socio-économiques de la population. Et donc, même en tenant compte de cette croissance, on s'est rendu compte que les revenus par habitant, c'est-à-dire si vous prenez le PIB, là, aujourd'hui peut-être nous frôlons les 40 millions, mais 40 milliards, vous les divisez par le nombre d'habitants, on reste encore sur les stades des 80 millions, bien que des sources tout à l'heure enseignées par mon distingué collègue professeur Tchani nous disent qu'on est presque à 100 millions d'habitants. On n'ose pas les dire parce que ça fait peur. Mais quand on voit le full trafic dans ces pays qui commence même à 5 h du matin, vous avez déjà un trafic plein à Kinshasa, on dit mais finalement tous ces véhicules viennent d'où? On est devenus plus nombreux. Mais moi je suis fier d'être dans un pays qui a une démographie aussi généreuse. Donc si vous faites cette opération, vous verrez que les revenus par habitant s'élèvent. Aujourd'hui, il était les chiffres que j'ai de 2011, parce que les statistiques en la matière prennent beaucoup de temps pour être certifiées. En 2011, on était à 104,4 $ américains de revenus par habitant. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en 1960, en 2011, nous sommes seulement à 104, mais en 1960, nous étions à quoi? À 324,5 $. Donc c'est comme si l'avenir était notre passé. J'envie mes parents qui ont vécu de manière parfaitement heureuse parce qu'ils avaient plus de revenus que nous, alors que chaque parent pense que le mieux est à venir. Si on prend aussi un autre indicateur de la situation sociale, parce que c'est là les conséquences du bradage. Lorsqu'on brade, les pays n'enregistrent rien dans la création de ces richesses, ou enregistrent juste l'insignifiant. Les conséquences, c'est sur le plan social, il y a une destruction. Et ici, au niveau des logements, on en parle passé. Je sais qu'il y a une loi maintenant qui exige qu'on ne puisse payer la garantie que pour 3 mois. J'espère que ça marche. Mais lorsqu'on regarde la situation des logements des Congolais, l'accès au logement connaît aujourd'hui chaque année un déficit de 3 millions d'unités d'habitat. Chaque année. Les besoins d'habitation des logements est de l'ordre de 3 millions que nous n'arrivons pas. Et c'est un gap, un déficit que nous cumulons chaque année. Et c'est une réalité. Quand vous rencontrez un compatriote congolais en train de regarder à gauche, de courir à droite, il demande qu'est-ce qui se passe? Non, ma garantie là-bas est finie, on est en train de chercher une autre maison. Et même quand il a trouvé la maison, la taille moyenne de nos familles, c'est 5 à 6 personnes dans la taille de la famille. Mais aujourd'hui où nous sommes en train de parler, les 2 tiers des ménages congolais vivent dans une maison, un appartement qui a moins de 3 chambres. Quand on s'imagine la taille moyenne est de 6, comment se répartissent ces 6 personnes dans moins de 3 chambres? Donc vous pouvez voir les dégâts que fait, tous ces revenus, tous ces milliards qu'on nous parle, c'est un rêve.
Moi, j'avais envie de demander au professeur Tiani, mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu ces milliards-là? Le jour où on le verra, comment on sera dans ces pays? Ça nous fait rêver. Donc, c'est pour dire que la croissance dont on nous a tellement vanté, en disant d'ailleurs que cette croissance était portée par la bonne santé, non seulement en quantité des tonnes de cuivre et de cobalt qui sont exportées, mais également par la qualité de cette croissance. Mais la qualité n'en avait pas, cette croissance n'était pas inclusive. Vous pouvez appeler, on vous dit ici, voilà, on a 5%, 10% de croissance, mais prenez un coup de fil, puisque maintenant on peut atteindre même les villages. Demandez là-bas au village, dans chaque case, est-ce qu'ils ont senti l'odeur ou les parfums de cette croissance? Peut-être ça se limite ici sur le boulevard du 30 juin, parce que c'est le seul boulevard où nous pouvons voir réellement cette croissance, avec le nombre de gratte-ciel qui se construisent. Mais au-delà, nous qui vivons dans la cité, un peu plus bas ici, on ne le voit pas, sauf par exemple les communes environnantes qui sont en train d'être envahies aussi par cette expansion immobilière. Mais pour que la croissance serve à tout le monde, soit inclusive, il ne faut pas que le parfum de cette croissance, on le sente tellement quand on vient sur le boulevard du 30 juin. Il faut que là-bas aussi, à Massimanimba, à Walikale, je ne sais pas, dans chaque coin, à Isiro et partout, qu'on puisse sentir. C'est ça, tous les pays doivent être en mouvement. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas simplement que nous qui sommes à Kinshasa parce que c'est la capitale, même nos conditions deviennent parfois médiocres que c'est de l'arrière-pays. Et donc, la RDC reste encore marquée par une pauvreté des masses et des grandes disparités des niveaux de vie entre ceux qui vivent dans les cités urbaines et ceux qui sont à la campagne. Quand vous visitez les grands pays du monde, vous avez envie, si vous êtes à Paris, vous êtes à New York, vous avez envie de vous éloigner un peu, aller dans la campagne, mais quand vous arrivez à la campagne, vous avez les mêmes standards de vie qu'en ville. Et les campagnards vous dites que je n'ai pas envie d'aller dans votre ville. Là, vous cherchez quoi? J'ai tout ici, les meilleures écoles, les meilleurs centres hospitaliers, les meilleurs systèmes, même les systèmes de sécurité sociale arrivent jusqu'à Dieu, hein, les meilleures infrastructures routières. Et donc, c'est cette pauvreté s'explique principalement par le chômage. Et les chômages grandissent, surtout les chômages des jeunes. Nous sommes ici, parmi vous, il y a des enseignants. Comment s'imaginer que l'enfant qui se donne toute la peine et pour qui vous sacrifiez d'enseigner, que cet enfant-là, vous le formez pour devenir un chômeur? J'ai souvent le réflexe d'appeler mes chefs de promotion. Après 2 ans, 10 ans, 15 ans, j'appelle les chefs de promotion. Je dis, ça y est, vous avez trouvé un job? Est-ce que vous connaissez la proportion de vos collègues de classe qui ont trouvé un job? C'est triste, c'est lamentable. Et souvent, ils nous bombardent de messages dans les réseaux sociaux, WhatsApp principalement, pour demander si on ne peut pas les pistonner quelque part. Nous ne formons pas des chômeurs. Nous ne voulons pas former les chômeurs. Or, c'est justement le chômage qui est à la base de cette pauvreté. Et donc, il est une vérité historique que les minéraux de la RDC, n'enrichissent point les Congolais. C'est ça la vérité historique. Nos minéraux ne nous enrichissent pas. Ou si ces minéraux enrichissent les Congolais, il ne faut pas parler des Congolais, il faut parler de quelques individus, quelques privilégiés. Mais ces minéraux nous installent dans la précarité, les guerres internes, la lutte tribale. On a parlé de la malédiction des ressources naturelles. Nous les vivons. C'est la guerre, c'est les guerres tribales, c'est la misère, c'est la pauvreté. Pour un pays de 2 345 409 km², entouré de 9 voisins, avec une variété de ressources naturelles contenues dans les sous-sols, qui fait dire que le Congo, tout à l'heure, j'ai entendu, scandale géologique, en raison de toutes ces richesses minières dont recèle son sol et son sous-sol. Je ne reviendrai pas sur les tableaux. Prenez les tableaux de Mendeleev. Nous tous qui avons fait des humanités ici, nous connaissons ces tableaux de Mendeleev qui donnent. Mais prenez les richesses du Congo, superposées sur les tableaux de Mendeleev. C'est comme si ces tableaux étaient le monsieur de Mendeleev qui porte les noms de son tableau. Moi, je me dis, il est congolais, parce qu'il a répertorié, tout ce qu'il a répertorié, la somme de minéraux qui se trouve au Congo.
je quitte un peu les minéraux parce que nous parlons des ressources naturelles. Prenez le bois. Prenez n'importe quel ouvrage, on parle du bois. Il y a toujours une classification spéciale pour le bois de la République démocratique du Congo. Je pense que ceux qui pensent que nous sommes tous des croyants, nous savons que le paradis est au ciel, mais certains peuvent se dire, mais finalement, une partie du paradis est tombée ici. Je ne voudrais pas citer toute la liste, mais je voudrais simplement dire ici, rappeler, la RDC dispose de 51% des réserves mondiales de cobalt. Mais je ne sais pas dans ces 51%, combien ont été, pardon 64%. Oui. Voilà, on en découvre encore davantage. Je ne sais pas dans ces 64%, combien aujourd'hui ont été gagés par toutes ces multinationales. Qu'est-ce qu'il nous reste encore de ces réserves libres? Vous pouvez avoir des maisons, mais toutes ces maisons ont été hypothéquées. Vous n'avez plus rien, pratiquement. Donc, ça diminue. Et donc, nous pensons de ce fait que pour lutter contre le bradage de nos ressources naturelles, les efforts doivent se focaliser sur les performances du secteur public. Mes chers amis, le secteur public est au cœur de la responsabilité par rapport à cette histoire des bradages. Et le gouvernement devait manifester une ferme volonté politique de nature à renforcer le rôle de l'État, à doter les institutions du pays des moyens pour la formulation et la mise en place des stratégies et politiques de développement et à mettre un frein à toutes les pratiques de mauvaise gestion de la chose publique. Je n'y reviendrai pas. La corruption, la conclusion et tous les drames ont été évoqués tout à l'heure par mon brillant collègue. Donc, ici, les débats devaient plutôt tourner sur les performances à la matière du secteur public, dans son double volet, dépenses publiques et recettes publiques. Je vais aller rapidement pour chuter de la gestion optimale des dépenses publiques pour le développement à long terme. Vous me permettez de tomber un peu sur le plan théorique, sur quelques concepts essentiels. La bonne gestion des dépenses publiques, la bonne gestion, est celle qui permet d'augmenter les perspectives de développement économique et social de la population et améliorer son bien-être. Ainsi, la dépense publique devra à la fois être suffisante. Nous avons besoin d'une dépense publique qui soit suffisante, qui soit efficace, qui soit efficiente, qui soit équitable. Qu'en est-il de la dépense publique suffisante? La dépense publique suffisante est suffisante lorsque les ressources consacrées atteignent un niveau qui, en principe, permet au secteur public de fonctionner et générer des résultats escomptés. Donc, la dépense doit être suffisante, c'est-à-dire lorsque le gouvernement dit « je vais mettre 1 milliard de dollars pour l'école », c'est une ligne de dépense. Il faudra que cette ligne de dépense soit réalisée. À ce moment, on va dire que cette dépense-là, c'est une dépense suffisante. Générer des résultats escomptés. On ne peut pas être efficace, on ne peut pas être un gouvernement efficace si chaque fois on rate la cible, c'est-à-dire on n'atteint pas l'objectif. L'efficacité naît de l'atteinte des objectifs. Elle est efficiente lorsqu'elle permet de générer les résultats escomptés avec moins de ressources qu'initialement prévues. Vous avez prévu de construire la route, par exemple, Kinshasa-Mbujimaï, avec 300 millions de dollars, mais vous réalisez le même projet à 250 milliards, vous avez été efficient. Enfin, elle est équitable lorsqu'elle profite essentiellement aux couches les plus vulnérables de la société. On fait la dépense publique, mais elle ne doit pas rester pour les couches privilégiées. Elle doit atteindre également les couches les plus vulnérables, ceux qui ont plus besoin de cette dépense, donc de l'État. En effet, ces 4 concepts que je viens d'évoquer ici, de l'efficience, de l'efficacité, de l'équité, tous ces éléments-là sont intimement liés et s'influencent mutuellement. Alors, au niveau des recettes publiques, les recettes publiques en RDC restent en dessous du potentiel. 41 milliards environ, 42, j'ai vu aussi, milliards que la RDC devait attendre des contrats qu'il a signés et donc des protocoles avec les partenaires, mais la RDC n'en a tiré que 1 milliard. Et donc ici, l'État a mobilisé moins que les potentiels.
moins que les potentiels. Donc, des recettes publiques restent aujourd'hui en dessous du potentiel. Alors, que retenir? Je vais essayer d'aller rapidement. Que retenir des conséquences? Ce sera mon deuxième point. Que retenir des conséquences du bradage des ressources minières de la RDC et quelles solutions? Nous avons suivi l'intervention précédente et la plupart des solutions qui sont proposées se croisent. Nous pensons qu'il faut arrêter la fuite des capitaux. La fuite des capitaux ici, il y a des capitaux qui sont sains. Il y a des hommes d'affaires internationaux qui viennent ici pour investir ou qui veulent venir chez nous pour investir. Pas pour les beaux yeux, mais pour qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils en distribuent aussi. Que ce soit du gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, ces hommes d'affaires-là, très souvent, et c'est ainsi qu'on voit le caractère insignifiant des idées, des investissements directs étrangers dans notre pays. Tout simplement que dans ces pays, quand on atterrit en RDC, la première chose qu'un investisseur attend, quand il atterrit en G, nous sommes habitués, on n'entend plus. Quand vous vivez dans le bruit, vous n'entendez même plus ces bruits, parce que vous pouvez fermer l'œil. Vous êtes habitués, on vous a conditionné. Mais eux, quand ils arrivent, la première chose qu'ils entendent, les premiers bruits, ce sont les bruits des bottes. Il faut qu'on arrête d'être un pays où il y a les bruits des bottes. Tant qu'on entendra des bruits des bottes, des vrais investisseurs ne viendront pas. Il y aura des cascadeurs, des gens qui viennent pour faire des opérations de face à face. Il atterrit à 4 h du matin, il a ses rendez-vous à la Gombe jusqu'à 18 h, 19 h. Il a fermé sa petite mallette, il a tous les diamants, le nombre de carats qu'il voulait acheter. Et les soirs, il est à Bruxelles, il est à Paris, il est à Tokyo, il est ailleurs, il va vendre. Ces opérations-là, combien d'emplois il aura créé? Il a acheté du diamant, il est parti. Dans un petit comptoir où il y a peut-être 2-3 personnes. Il a peut-être créé de l'emploi pour 2-3 personnes. Donc, c'est important que nous puissions sécuriser, mettre des garanties pour les investisseurs. Nous avons également une difficulté comme conséquence, la difficulté de diversifier l'économie congolaise en raison du reste ici des maigres rentes minières, qui n'arrivent pas à financer les programmes budgétaires de l'État. Nous avons eu des budgets ambitieux de 11 milliards. Mais à mi-chemin, on s'est rendu compte qu'on ne pourra pas réaliser les 11 milliards. Mais quand on regarde les potentiels, on dit, mais 11 milliards, ils auraient pu aller même à 20 milliards. Mais c'est tout simplement parce que nous ne réalisons pas les potentiels. Et donc, les programmes sont là, on ne sait pas exécuter ces programmes, tout simplement parce que la rente minière que nous avons aujourd'hui, c'est une rente qui fait honte et n'est pas à la hauteur du scandale géologique de la RDC. Rien que dans le minerai, 2015, les Botswana faisaient 25 milliards de plus-value, je vais dire de plus-value sur ces exportations de diamants. Et pendant ces temps, nous n'arrivions même pas à 1 milliard par rapport aux diamants. La faiblesse du code minier. Ces codes miniers, en dépit des exonérations et des exemptions, ne nous a pas amené des investisseurs. Donc, naturellement, il fallait les revisiter. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Le chef de l'État dit on va mettre à plat, ça doit être désormais du oui. On dit souvent on peut tromper, on peut mentir un peuple une fois, 2 fois, mais pas tous les jours. Quand c'est le peuple d'abord, les choses avancent. La baisse continue des réserves d'échange. La baisse continue des réserves d'échange. Ça aussi, c'est lié à tout ça. Si nous avons une rente conséquente à la hauteur de notre potentiel, on ne devait pas voir. Prenez un pays comme l'Angola. Posez la question de savoir combien les Angolais ont des réserves d'échange. Aujourd'hui, la monnaie angolaise, les Kwanza, est devenue une des monnaies stables et non puissantes. Tout simplement parce que cette monnaie-là, si vous l'avez, à tout moment et partout où vous allez, vous pouvez demander l'équivalent en euros ou en francs ou en dollars, vous l'aurez. Mais nous sommes limités. Nous sommes limités. Et ces problèmes, lorsque les réserves d'échange baissent, mais c'est toute l'économie qui tremble. C'est toute l'économie qui tremble, dans la mesure où le taux d'échange, ici à Wall Street congolais, de Kinshasa ici,
Wall Street tremble et vous dit non, $1 ce n'est plus, je ne vous vends pas $1 à 10 000 francs, mais vous devez me donner par exemple à 2 000 francs, donnez-moi $1 à 3 000 francs. Ça devient rare du coup. Et donc il y a des conséquences et tout le monde connaît des relations économétriques entre la baisse, la détérioration, la dépréciation du taux de change et notamment les tensions, la naissance des tensions inflationnistes sur l'économie. Et au-delà de ça, quand le franc congolais se déprécie, il faut s'attendre aussi à des tensions sociales. Ces tensions sociales, c'est simple. Puisque le dollar se déprécie, tout est à l'aune du dollar. Les 3 fonctions de notre monnaie ont été, comme par hasard, prêtées au dollar avec la dollarisation. Ce qui fait que dès qu'il y a dépréciation, il y a perte de pouvoir d'achat. Et dès qu'il y a perte de pouvoir d'achat, nous, les petits travailleurs fonctionnaires, là, la première chose, c'est les tensions sociales qui montent. Et donc, en guise de conclusion, il y a nécessité de repenser notre modèle de développement sur le nouveau fondement, plus résilient, de manière à endiguer tous ces phénomènes, source des bradages de nos ressources naturelles à l'échelle internationale. Pour cela, les stratégies des politiques économiques du gouvernement devaient mettre un accent particulier, notamment sur l'amélioration du climat des affaires et la qualification de la main-d'œuvre locale. Il faut former la qualité. La mise en place et le développement des unités industrielles capables de transformer localement notre immense dotation en ressources naturelles pour assurer sa valorisation et nous assurer notre hégémonie, n'ayons pas peur du mot. Nous sommes un pôle intégrateur au niveau de l'Afrique centrale. Et nous avons un rôle hégémonique à jouer sur le plan économique dans la région. Vous savez, dans les années 1950-1957, dans ces pays, on comptait 9500 unités industrielles. Ceux qui sont nés ou grandis ici à Kinshasa se souviennent de ce qu'était toute la route des poids lourds là. Mais ce n'était que des usines de fabrication de pneus Goodyear, des usines de montage de bus Leyland. Mais c'était une zone industrielle par excellence. Mais de 9500 unités industrielles, nous sommes passés aujourd'hui à moins de 500 unités industrielles. Et donc, nous devons, et je terminerai par là, mobiliser notre rente minière. Il faut mobiliser. Ne laissez pas le bénéfice des ressources de la RDC seul aux partenaires. Nous sommes prêts à partager avec les partenaires, mais ça doit être du win-win, c'est-à-dire du gagnant-gagnant. En toute priorité, et je voudrais ici terminer, un mot sur lequel j'ai échangé tout à l'heure avec mon frère Freddy Moulumba, en disant, nous ne devons pas être grands pour des petites choses. Le Congo doit apprendre à être grand pour des grandes choses. J'ai dit, je vous remercie. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons procéder au jeu des questions-réponses. Nous allons prendre 5 questions. Dans les 5 questions, on laisse les intervenants répondre. Et on va au deuxième tour. Professeur, je mets professeur avec S, parce qu'il y en a 2. Oui. J'ai retenu que l'une des solutions pour lutter contre le bradage, la prédation, pour moi, la plus importante, c'était l'homme qu'il faut. Je m'appelle Mutombo Henri. Je suis agent à la Sokimo. Que pour moi, la principale, c'était l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un slogan qu'on entend à tout bout de champ. Je crains beaucoup que ce soit difficile de trouver l'homme qu'il faut à la place qu'il faut par rapport au système de recrutement des dirigeants d'entreprise. Quelque temps avant la proclamation du gouvernement qui vient d'être mis en place, vous avez constaté un certain flottement
En suivant les médias, on nous a dit que ceux qui ne seront pas ministres pourront être mandataires. Et les mandataires, si vous suivez l'histoire de notre pays, les mandataires sont des acquéreurs. Ils ne sont pas actionnaires dans les sociétés. Je ne vois pas comment quelqu'un qui vient dans une entreprise parce qu'il a été nommé et non pas parce qu'il a amené de l'argent peut faire attention pour protéger les actifs, surtout financiers, qu'il a trouvés dans cette entreprise. Ma question, c'est est-ce qu'avec le même système de recrutement des dirigeants des entreprises, on va réussir, on va mettre fin au bradage, on va mettre fin à la spoliation? Telle est ma question. Merci beaucoup. Je m'appelle Dr Professeur Antoine Roger Le Congo. Je salue les capacités organisationnelles de notre DGA qui nous réunit chaque fois comme ça pour débattre de l'avenir de notre pays. Et j'ai bien apprécié les présentations des deux orateurs. Très magnifiques. Mais je me tiens debout pour partager avec vous 4 propositions concrètes. Mais avant de faire ça, je voudrais d'abord faire une mise au point sur l'époque de Moïse Kabila. Bien sûr, en tant que rebelle, il a signé tous ses contrats. Et moi, j'ai axé ma thèse de doctorat sur ça. Anvil Mining, Bechtel, toutes ces multinationales. Ils sont venus à Kinshasa ici avec un plan de reconstruction nationale qu'ils appelaient les clusters. Les diamants du Kasaï, Inga, les cuivres et le cobalt du Katanga, les terres agricoles, tout ça. Ils ont apporté un plan, ils ont mis sur la table de Moïse Kabila. Il a dit niet. J'étais rebelle, aujourd'hui je suis responsable de 80 millions d'habitants. Ça ne m'engage pas. Moi j'ai un programme ici, ce que vous appeliez le programme triennal. C'est vous qui devez suivre ces programmes ici. C'est ça ce qui explique la guerre de 1998. Je suis en train de traduire ma thèse et ça sera plus clair quand vous allez la lire. Ça, c'était une mise au point. Je donne 4 propositions concrètes. 1. Par rapport à l'état des sièges. Je lance un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'accompagner l'état des sièges avec la suspension des activités minières à Ituri, au Nord Kivu, pourquoi pas au Sud Kivu. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est ça le nerf de la guerre. Et c'est ce que le président Joseph Kabila a fait en 2010. Et il s'est attiré l'effet des puissances occidentales. Je me souviens, à cette époque-là, j'étais à Londres. J'étais journaliste à Dow Jones. Quand Joseph Kabila a décrété la suspension des activités minières à l'Est, je vous dis que les compteurs à la bourse de Londres étaient au rouge. Et alors vous comprenez pourquoi toutes ces guerres, qui tirent les ficelles derrière toutes ces guerres. Alors, si le chef de l'État décrète en même temps la suspension des activités minières en Ituri et au Nord Kivu, vous allez voir la réaction de ceux qui arment et ceux qui tirent nos frères et sœurs. Vous allez voir. Ça, c'est ma première proposition. Deuxième proposition, protéger le code minier de 2018. Bien sûr, ce code minier propose que l'État congolais garde 17% des parts. Et beaucoup de Congolais m'ont dit, ah, ça c'est trop peu, mais il faut commencer quelque part. Et ceux qui combattent ce code minier-là, ils les combattent pourquoi? Parce qu'ils veulent nous donner 0%, n'est-ce pas? Oui, il faut commencer quelque part. Dans le cadre de la continuité de l'État, je lance aussi
un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de continuer avec ces codes-là. Troisièmement, nous sommes tous victimes de cette histoire des rames-là, où vous mettez des unités et l'État... Et alors, avec les coltas congolais, les Rwandais fabriquent déjà des téléphones portables au Rwanda. Et ce sont ces portables que nous utilisons maintenant au Congo. Imaginez, nous au Congo, nous décrétons que nous devons taxer nos téléphones qui sont fabriqués au Rwanda à partir de notre propre colta. Mais nous les Congolais, comme le professeur Tchan l'a dit, nous sommes naïfs ou nous avons peur d'être grands. Moi je suis de petite taille, vous voyez les Congolais, vous êtes grands. Mais nous avons peur d'être grands, nous avons tous les atouts. Dieu a gâté le Congo. Mais nous avons peur d'être grands. Nous nous contentons des petites choses, des petits larcets. Et peut-être j'aurai 30% dans les rames et tout. Des petites choses, des petits larcets, au lieu de faire de ces pays la Chine de l'Afrique, le Canada de l'Afrique. Et nous avons tous les atouts. Voilà. Troisième proposition. Je salue la déclaration du chef de l'État à Lualaba. J'étais à la conférence minière quand nous avions proclamé le Lualaba capitale mondiale du cuivre. Mais capitale mondiale du cuivre, ça sert à quoi si nous ne fabriquons même pas les batteries sur place? Nous continuons d'exporter nos minéraux à l'État-bris. On ne songe même pas à, peut-être à partir de chaque production annuelle, prendre au moins 4%, 5% et expérimenter avec la transformation sur place. Et c'est l'idée que Mouzei Kabila a donnée parce qu'il commençait vraiment à fabriquer des bombes ici pendant la guerre. Parce qu'acheter les armes, c'était trop cher. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, la transformation de nos ressources sur place pour créer des emplois et des marchés au profit de notre peuple. C'est-à-dire agir localement et penser globalement. Agir localement, penser globalement. Nous transformons, mais nous cherchons aussi des marchés au niveau régional, continental, pourquoi pas mondial. Et alors, je félicite le chef de l'État pour cette position-là, mais moi je propose la suspension de tous les contrats miniers, parce que tous les carrés miniers maintenant sont aujourd'hui aux mains des étrangers. Suspendre tout jusqu'à ce que l'État mène une enquête pour que nous sachions comment ces gens ont acquis ces carrés miniers. Nationaliser ne fût-ce que pour un mois. Le moment d'enquêter sur les manières dont ces gens ont acquis tout ça. Et ceux qui ont été acquis légalement, on laisse. Mais ceux qui ont été acquis illégalement revient automatiquement à l'État congolais. Nous venons de suivre l'interview de M. Yuma. Mais j'étais aussi étonné parce qu'en même temps, je suis capable de vous informer que la GECAMINE vient de confier des sites à Terra Mining. C'est une société avec des liens israéliens, bulgares et ukrainiens. Alors d'un moment nous dénonçons, nous disons que voilà tous les carrés miniers sont entre les mains des étrangers. En même temps nous sommes en train, la GECAMINE en même temps est en train de spolier, brader. Mais c'est une contradiction. C'est une contradiction. Je dis et je vous remercie. Je suis très émotionnel. Bonjour à tous. Je vous remercie à nouveau pour la parole et je salue et je rends hommage aux deux éminents professeurs qui ont fait une présentation vraiment qui nous a tous conscientisés, je l'espère. Alors moi je m'appelle Gougia Samake, je suis apprenant à l'Institut facultaire de management public à William Booth. Je suis apprenant M1, management public, et ma question portait sur une problématique
qui a encore été évoqué ce matin dans une émission. Alors, il s'agissait de la guerre entre les États-Unis et la Chine, qui passerait par la RDC au travers justement de la révision des contrats miniers. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'expert? Est-ce que vous pensez qu'il s'agirait en réalité, cette révision, cette revisitation des contrats miniers, ce serait en réalité une impulsion des États-Unis qui passerait par la RDC pour contrer son adversaire commercial, je vais dire ça comme ça, la Chine? Est-ce que c'est le cas? Merci. Et encore une fois, merci Freddy Mulumba pour votre combat, votre persévérance dans l'édification des Congolais. Et merci aux deux grands éminents professeurs. Je m'appelle Angèle Makombo, je suis femme politique, mais j'ai une autre casquette, je suis membre du Conseil économique et social, j'œuvre dans la commission environnement et ressources naturelles. Et il y a une dizaine de jours, M. Yuma, le président Yuma est venu au Conseil faire un exposé. Et au terme de l'exposé, j'avais aussi vu son interview que j'ai revue ici. Au terme de son exposé, j'étais totalement déprimée. Parce que ses conclusions, c'était, oui, pendant des décennies, la RDC n'a rien gagné. C'est pas de notre faute. On nous a forcé un peu la main, on nous a conseillé etc. Ce que le professeur Chani a dit. Et je l'écoutais déprimé parce que moi, je me disais, non, ce qui a manqué dans ce pays, c'est la volonté politique. Et j'ai pensé, j'avais lu là-dessus l'exemple du Botswana. Le professeur Ngoyi a fait un peu allusion au Botswana ou à l'Angola. Le Botswana, son histoire du diamant, il avait dit non. Quand on lui a voulu imposer certains termes, il dit non. Alors nous gardons notre diamant sous terre. Eh bien, les autres ont dit, mais vous n'allez pas vous en sortir. Eh bien, tant pis, on ne va pas s'en sortir. Eh bien, laissez-moi vous dire, les multinationales sont revenues. Donc, je me disais volonté politique. Et j'ai été en fait confortée dans ma position quand j'ai entendu le chef de l'État. Donc, je ne suis plus déprimée. Hein, il l'a dit, il veut du win-win. Il a dit, c'est pas normal que les Congolais continuent à être pauvres alors qu'on a des richesses. Donc, je me sens regaillardie. Et messieurs les professeurs, merci aussi parce que vous contribuez à ça. Je me sens enrichie, je me sens plus forte en sortant d'ici. Mais j'ai quelques questions. Le Botswana a pris cette position pour son diamant. Est-ce que nous, en tant que pays, on ne peut pas imaginer, tout en nous battant justement pour faire changer les choses, penser à une sainte alliance ou à un regroupement, les pays africains, les autres ont fait comment? L'Angola fait comment? Le Botswana fait comment? Voilà, donc voir ne pas seulement se battre seul. Je me posais cette question. Dr Chani a parlé de recouvrement. Il est temps de recouvrer, etc., ce qu'on a perdu. Ma question, est-ce que vous parlez de recouvrement rétroactif ou bien vous parlez de à partir de maintenant? À partir de maintenant, donc peut-être ça ne serait pas le mot recouvrement. Et le président Yuma disait que ça serait difficile de renégocier parce qu'il faudrait des gros cabinets d'avocats qui coûtent beaucoup trop cher, etc., etc. Et il a proposé ce qu'il a appelé, je crois, la compagnie du cobalt, quelque chose comme ça, pour le cobalt artisanal. Il dit, au moins là, nous serons maîtres, nous n'allons pas perdre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ensuite, une autre question, voilà. J'ai entendu récemment l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen, qui dit qu'il est peut-être temps d'impliquer la CPI. La CPI doit s'occuper de ces hommes d'affaires, notamment il évoquait un en particulier, un Israélien, qui est impliqué dans il a qualifié ça activité criminelle transnationale. Donc, dans les mesures que vous avez proposées, M. Chani, est-ce que c'est aussi une option? Ensuite, vous avez parlé
de ce groupe de réflexion ou commission où il faudrait gouvernement, parlement, etc. Il faudrait de solides avocats d'affaires. Et une question, peut-être la dernière, au professeur Ngoï. Je voudrais savoir combien, nous sommes un grand pays minier, nous sommes, comme le président l'a dit, Félix Tshisekedi, nous sommes la capitale mondiale du cobalt. Combien de géologues formons-nous par an? Parce que dans les mesures que Dr Tchani a proposées, je pense qu'il faut mettre aussi l'accent là-dessus. Il y en a assez de toujours faire recours à ces experts internationaux, ces ingénieurs internationaux. Regardez-moi cette salle, il y a plein de jeunes dynamiques, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas les pousser vers ce genre de filière? Voilà, combien nous en formons par an? Et j'avais tellement d'autres choses à faire, mais je m'arrête là. Mais vous avez oublié une grande ressource que nous avons, c'est l'eau. Et vraiment, ça aussi, c'est un combat qui pointe à l'horizon et il faut se préparer en conséquence. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Katambo Deo, j'étudie à l'INIKI en 2e année économie. Monsieur le professeur, je vous ai suivi de près. Vous nous avez expliqué comment est-ce que notre pays accumule les handicaps. Ma question est celle-ci. Par quoi et comment se façonne sans cesse l'économie sous-développée dans toute sa spécificité structurelle? Je peux reprendre. Réponds à la question calmement. Par quoi et comment se façonne et se refaçonne sans cesse l'économie sous-développée dans toute sa spécificité structurelle? Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants qui ont soulevé des points extrêmement importants qui nous poussent à réfléchir et à approfondir la réflexion que nous menons dans ce domaine précis. Je voudrais commencer peut-être par la dernière question. Pourquoi et comment se façonne, si je vous ai bien entendu, l'économie? Pourquoi et comment se façonne et se refaçonne sans cesse l'économie sous-développée dans toute sa spécificité structurelle? Oui. C'est une très bonne question. En fait, votre question se trouve au cœur de ce que nous devons faire en tant que pays. Vous avez bien suivi que nous sommes un pays doté de beaucoup de potentialités, de ressources naturelles. Il n'y a pas de pays comme ça dans le monde. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons environ 1100 minéraux métaux précieux différents d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée de comparaison, c'est comme prendre l'économie américaine mélangée avec l'économie de l'Union européenne. Et nous sommes la RDC capable d'avoir une économie plus puissante que ça. Mais pourquoi est-ce que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui? Ma réponse est que nous avons péché en ne faisant pas ce qui devait être fait ou ce qui a été fait par d'autres pays pour se développer. La première des choses, c'est que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, dans un secteur aussi important comme celui des mines, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas pensé à avoir un modèle de développement d'un pays devenu indépendant, souverain. Par contre, nous avons continué à fonctionner comme avant l'indépendance. Avant l'indépendance, toutes les entreprises publiques minières étaient mises en place, pas pour nos besoins locaux, étaient mises en place pour alimenter l'économie de la métropole. On produisait, on exportait à l'extérieur. La transformation de nos produits finis était faite à l'extérieur. Vous vous rappelez qu'à l'époque, il y avait une entreprise qu'on appelle la métallurgie sidérurgique de Hoboken. Moi, je suis allé visiter Hoboken. Je suis allé... Vous m'entendez?
Je suis allé visiter Hoboken en Belgique il y a quelques temps quand j'étais étudiant là-bas. J'étais choqué de voir combien d'emplois étaient créés pour les Belges. Mais quand on regarde, je me disais, mais où est-ce que vous trouvez toutes ces matières premières-là? Le tout venait de la République démocratique du Congo. Donc on créait des emplois en Belgique, on contribuait à générer une production importante qu'on vendait pour gagner des devises étrangères, soutenir la monnaie belge. À l'époque, c'était le franc belge. Mais entre-temps, nous, ici au Congo, qu'est-ce qu'on avait? Le chômage. La population congolaise n'était pas servie. La production nationale n'y était pas. On travaillait pour eux. Mais quand nous sommes devenus un pays indépendant en 1960, au lieu de changer de vision et de stratégie, pour commencer, rien que de façon même rudimentaire, à produire localement, en transformant localement ces matières premières congolaises qu'on exportait à l'extérieur à l'état brut, nous avons continué le même modèle. Et ça n'a pas encore changé fondamentalement jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'utilisation des ressources humaines. En 1960, on n'avait pas autant de ressources humaines qualifiées comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui que nous avons, que les professeurs Émile Ngoyi et tant d'autres éminents professeurs ont contribué à former ces ressources humaines. Et nous servent à quoi? On forme des étudiants et quand ils terminent, moi, je suis choqué de voir que 95% des étudiants formés trimballent dans la rue comme des chômeurs dans un pays où il y a tout à faire. Nous n'avons pas réussi à connecter l'éducation avec les besoins réels du marché d'emploi dehors et de production pour que nous puissions utiliser à bon escient ces ressources humaines nombreuses que nous avons aujourd'hui. Troisième élément important, nous avons manqué de stratégie de vision de développement. Vous savez, on peut faire une action ici, une action là-bas, mais si ça ne s'intègre pas dans une vision globale de développement où on s'est dit, nous sommes aujourd'hui ici, nous voulons que dans 15 ans ou dans 30 ans, on arrive à telle étape. Vous avez entendu le professeur Émile Ngoyi tout à l'heure dans le livre qu'il a écrit, où il a fait des prévisions que si on continue avec le rythme de croissance que nous avons aujourd'hui de 4,5%, nous allons nous développer, peut-être devenir un pays émergent dans 200 ans. Mais est-ce que c'est ça que nous voulons faire? Nous pouvons travailler d'arrache-pied pour que ces taux de croissance-là soient beaucoup plus élevés que le niveau de 4% qui permettent d'entretenir le niveau de pauvreté que nous avons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je fonde mon espoir sur la possibilité d'avoir des taux de croissance beaucoup plus élevés? Vous savez, l'Angola ici à côté, l'Angola a eu des taux de croissance de 26% un moment. Nous sommes capables de le faire parce que nous partons d'une base littéralement nulle. Nous pouvons produire plus, avoir des taux de croissance peut-être qui pourraient avoisiner donc les 20%, peut-être stabiliser autour donc de 15%. Mais nous sommes capables donc de cette grande capacité de production. Donc je pense que si nous faisons ces choses-là en plaçant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en ayant une véritable vision de développement et en adoptant des politiques qui fassent du sens, qui sont cohérentes. Pourquoi? Parce que le Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des politiques qui ont évolué en dents de scie. En dents de scie, pourquoi? Parce que tantôt nous sommes une économie libérale, nous voulons attirer des investissements, et tantôt on devient une économie sociale du marché, une économie sociale du marché où on fait le contraire donc de l'économie libérale et il n'y a pas eu donc une vision claire de comment le Congo donc évoluer. C'est pour ça que je pense que les réformes à faire ne doivent pas se limiter simplement au secteur économique. Nous devons avoir une vision d'ensemble. Il y inclut la réforme de la situation politique. Quel est ce pays-là qui va se développer avec 800 partis politiques? Quel est ce pays-là? 800 partis politiques, je ne connais pas la différence entre parti A et parti B. La seule chose que je sais, c'est que le meilleur parti, c'est la force du changement que moi je préside. Alors, réformons la vie politique. Regardez ce que les Américains ont fait. Vous savez ce que les Américains ont fait? Les Américains, ils ont deux grands partis politiques, les démocrates et les républicains. La différence entre ces deux-là, elle est très minime. C'est peut-être l'accent que ce parti met sur les questions sociales et l'autre parti met sur les questions du capitalisme, du marché et consorts. Mais globalement, il n'y a pas de changement, de grands changements lorsqu'il y a alternance au sommet de l'État. On trouve que le peuple américain continue à fonctionner sous les démocrates et sous les républicains de la même façon. Et vous allez partout, comme le professeur Émile Ngoyi l'a dit tout à l'heure, vous allez trouver qu'en ville comme dans les campagnes, la vie, elle est plus ou moins la même. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une vision de développement. Ils ont voulu créer aux États-Unis
les mêmes conditions de vie partout, que ce soit en Californie, à New York, à Washington, au Texas. Vous allez partout, dans les campagnes, tout comme dans les villes. Vous allez trouver donc les mêmes conditions donc, de vie. Si nous adoptons cette façon de réfléchir-là, nous allons faire des réformes qu'il faut pour remettre le Congo sur la bonne voie, en commençant par les réformes politiques, en commençant en touchant les réformes économiques, les réformes donc d'orientation, de vision, de développement que nous devons avoir pour que tous les Congolais regardent dans la même direction. Moi, je suis sidéré. Ne m'appelez pas politicien parce que je ne suis pas l'un d'entre eux. Mais je suis sidéré lorsque je vois notre pays. On termine les élections. 2 ans après, nous sommes en train de parler des élections passées. Nous ne voyons pas l'avenir. Quand est-ce que nous allons oublier le passé, tourner la page et commencer à se concentrer sur la reconstruction véritable du pays pour que tout le monde s'embarque dans une certaine vision pour se mettre au travail et changer les choses. Donc, voilà plus ou moins ce que je peux dire pour répondre donc à votre question qui était une question très importante. Et je voudrais vous saluer parce que le professeur Émile me dit que vous êtes étudiant à l'UNIKIN, c'est ça? Vous êtes en quelle année? Et vous faites quelle option? Ah, mais ça c'est bien. Je voudrais avoir une discussion avec vous, c'est très bien. Je vais vous recommander quelques livres à lire parce qu'on voudrait que vous deveniez l'un des meilleurs économistes monétaires de notre pays. Maintenant, il y a eu quelques questions très importantes. Ah, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Non, prends, et puis après je vous laisse. Ok. Il y a eu quelques questions importantes soulevées par ma consoeur, ma sœur, Angèle Makombo, que je salue, parce que je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Angèle était aux Nations Unies et moi j'étais à la Banque mondiale à New York. Et chaque fois que j'allais à New York, donc, je restais chez elle. Et chaque fois qu'elle venait à Washington, elle restait chez moi. Donc c'est bien qu'on se retrouve donc, ici. Oui, vous avez parlé donc de Yuma, Albert Yuma, qui blâme les institutions internationales. Et vous avez ajouté que est-ce qu'on n'a pas manqué de volonté politique? Moi, quand j'ai vu cette interview de Yuma, j'étais très furieux. Je me suis dit, mais est-ce qu'en tant que pays, nous savons ce que nous voulons faire? Quelqu'un qui a été PCA de la Jérémie depuis combien? 20 ans? 12 ans, quelque chose comme ça. Plus de 10 ans. Et qu'il vient aujourd'hui faire un aveu d'échec. Il fait l'aveu d'échec et nous le suivons et on le laisse dans cette place-là pour qu'il puisse continuer à faire les mêmes dégâts pendant les 10 prochaines années. Non, messieurs, ça ne marche pas comme ça. Si ça n'a pas marché, il n'a pas délivré la performance qu'il fallait. Il y a d'autres Congolais bien formés d'ailleurs qui peuvent faire la même chose. Et au niveau de la FEC et au niveau de la GECAMINE, pour qu'on ait renouvellement du sang, de la vision, de la façon d'approcher donc les choses. Moi, je pense que Yuma a fait son temps et ce qu'il nous a donné comme performance là, ce n'est pas ça qui va donc délivrer la RDC, même s'il reste là-bas encore pendant 30 ans. Maintenant, il y a changement de vision politique. Changement de vision politique pendant les 18 ou 20 dernières années. Moi, je pense que le Congo était à vendre. On a vendu le Congo aux étrangers avec la complicité du plus grand sommet de l'État. Et on l'a fait au vu aussi de tout le monde. Toutes ces entreprises étrangères ont donné des concessions minières comme ça. Il y avait le clan Yuma, le clan de Kabila et le clan de tous les autres. Ils ont fait cela à nous, le peuple congolais. Aujourd'hui qu'il y a changement au sommet de l'État, je voudrais qu'on puisse... Je ne dis pas qu'on va mettre tout le monde à la porte. Il faut qu'on sélectionne les meilleurs parmi eux qui peuvent continuer à travailler avec les nouveaux. Mais qu'on puisse amener aussi du sang neuf avec une nouvelle vision. C'est comme ça que les choses peuvent changer. Si on continue à garder les mêmes, on ne va jamais se développer, on ne va jamais sortir des erreurs qui ont été commises. Angèle a mentionné le cas du Botswana, par exemple, dans le domaine du diamant. Ça, c'est un cas concret d'un pays africain qui utilise très bien les ressources naturelles. Quand vous allez au Botswana, vous trouvez que le peuple botswanais, ils ont littéralement des soins gratuits. L'école est gratuite. J'ai vu combien de Botswanais envoyés aux États-Unis ou à travers donc, le monde pour aller étudier aux frais du gouvernement. Tant que vous prouvez que ce que vous voulez étudier à l'étranger ne se trouve pas dispensé donc, dans le pays. C'est un pays qui fonctionne normalement, où la gouvernance, elle est bonne. Et moi, j'ai regardé la performance du secteur du diamant, un moment. Je me suis dit, et en ce moment-là, je venais de visiter Tel Aviv en Israël, j'ai vu que Tel Aviv était très avancé, très propre, c'est comme New York. New York, mais en bien d'ailleurs, parce que c'est tout neuf.
Et je me suis dit, mais Tel Aviv pouvait être comme Bujimaï ou bien Kananga. Et quand je regarde le Botswana, je me dis, mais voilà un pays qui est sur la bonne voie pour devenir comme Tel Aviv, parce qu'ils utilisent correctement les revenus des ressources naturelles pour le développement du pays. Maintenant, est-ce que nous pouvons trouver ce qu'on appelle des contrats dans le cadre de la coopération sud-sud? C'est possible. C'est une question de volonté politique. Et moi, je voudrais recommander fortement à notre chef de l'État, surtout qu'aujourd'hui qu'il est le porte-étendard de l'Afrique, de mettre cette expérience-là ou bien cet outil à notre avantage pour développer ce genre de coopération avec des pays comme le Botswana. Nous pouvons restructurer la MIBA ou le secteur du diamant en partenariat avec eux parce qu'ils nous ont dévancés et ils savent ce qu'ils font et ils ont utilisé ce secteur pour développer leur pays. Au lieu d'attendre que des gens viennent d'Israël pour venir nous dire ce que nous devons faire, allons chez nos frères à côté, ils sont plus sensibles à nos besoins et ils sont disposés à partager donc leur expertise que ceux qui viennent de l'extérieur et qui ont l'intention de nous maintenir donc sous leur domination éternellement. Maintenant, en ce qui concerne les recouvrements, vous avez posé la question de savoir est-ce que ça doit être rétroactif ou bien à partir de maintenant. Moi, je dirais les deux. Pourquoi? Parce que d'abord, à partir de maintenant, il faut qu'on s'assure que les erreurs du passé ne sont plus répétées. Donc, qu'on s'assure de tous les conseils des juristes distingués pour revoir tous ces contrats-là pour que désormais, pour l'avenir, qu'on ne puisse plus revivre donc les mêmes erreurs du passé. Maintenant, est-ce que c'est possible que ce soit rétroactif? Je dirais oui. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle des cabinets qui font le redressement fiscal. On doit trouver les meilleurs juristes, les meilleurs financiers, les meilleurs comptables. Youm m'a dit que ça coûterait trop cher de recruter ces cabinets-là. Mais moi, je pense qu'il peut financer tout ça au nom de la RDC avec son propre argent dans la poche. Je ne sais pas comment il a eu ça. Donc, moi, je souhaiterais que nous puissions sincèrement considérer la possibilité de regarder donc les deux options, rétroactif, mais également à partir de maintenant, qu'on ne puisse plus refaire donc les erreurs du passé. Il y a Henk Cohen, un ami, qui a parlé de combiner les efforts avec la CPI pour ramener certaines indisciplinés à la raison. Je pense qu'il a raison. On connaît des cas comme celui de Dan Kettler, qui est notoirement connu aux États-Unis pour ce qu'il a fait à l'égard de l'économie de la RDC. Je trouve que les Américains sont plus préoccupés de notre situation à l'égard de ce monsieur-là que nous-mêmes Congolais. Et je suis sidéré de voir qu'aux États-Unis, il est blacklisted au Congo. C'est le roi pratiquement qui se promène donc sur tous les toits. Moi, je suis d'accord qu'on puisse utiliser tous les moyens, y inclut travailler avec la CPI dans la mesure de la légalité de ce qui est possible pour voir si on peut ramener certaines personnes de ce genre-là à la raison pour qu'on puisse restituer au peuple congolais ce qui lui revient. J'ai suivi la proposition faite par Dan Kettler et ces gens, où il parle de Yabiso. Je voudrais juste dire que je pense que, encore une fois, je n'aime pas beaucoup répéter ce mot-là. J'ai l'impression que nous sommes un peuple naïf. Quelqu'un qui a fait du mal à notre économie pendant des années. Au lieu donc de nous repayer ce qu'il nous doit, on nous offre des petits trucs et nous applaudissons. Moi, je voudrais que l'opération Yabiso soit analysée scrupuleusement par un certain nombre d'institutions. Nous n'avons pas une autorité de régulation du marché financier ici. Mais nous avons la Banque centrale du Congo. La Banque centrale du Congo, qui fait d'autorité de régulation du marché financier, devrait regarder cette opération-là, l'analyser objectivement et dire au peuple congolais est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Moi, j'ai peur que cette opération ne finisse à être une opération de blanchiment d'argent ou similaire à ce qu'on a connu les Bindo avec les My Gold Rêve et consorts là. On nous vend beaucoup de rêves, mais qui ne se réalisent pas dans la pratique. Mais avant de pouvoir donner un point de vue définitif, j'aimerais une analyse objective de la part de certaines institutions, dont la Banque centrale du Congo. Et je souhaiterais même que notre Parlement, la Commission économique et financière, s'y penche. Pourquoi pas le Conseil économique et social? Parce que c'est une activité nouvelle et qui peut poser beaucoup de risques au peuple congolais en ce qui concerne la perte éventuelle donc de leurs épargnes. Il faudrait que les autorités qui encadrent ce marché puissent se prononcer pour orienter donc la prise de décision publique. Maintenant, il y a eu
la question qui était posée, est-ce que la révisitation des contrats miniers est une injonction venant des États-Unis pour faire la guerre à la Chine? C'est une question intéressante. Moi, je suis congolais. Et je vous ai dit tout à l'heure là que sur les 41 milliards de chiffres d'affaires réalisés par les compagnies minières, nous n'avons reçu que 2,5%. Je trouve que c'est très peu. Le Nigeria, ici à côté, ils ont une formule où toute entreprise dans le domaine pétrolier étrangère, cette entreprise peut avoir jusqu'à 49%. Les Nigérians, privés, États ou entreprises ou institutionnels, peuvent garder le reste, c'est-à-dire 51%. Je voudrais qu'on puisse renégocier les contrats pour aller dans ce sens-là. Alors maintenant, est-ce que cela, c'est une injonction américaine ou bien ça vient de moi? Ça vient de moi. Mais si c'était une injonction américaine, peut-être que les Américains veulent nous aider à pouvoir nous débarrasser de certains contrats qui n'ont pas été catholiques. Le seul, là où le bas blesse, c'est que certains contrats sont signés avec les compagnies américaines. Vous avez parlé tout à l'heure de American Mineral Field, qui est basé à Arkansas. Et j'étais très gêné de cela parce que le président Bill Clinton, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais c'était pendant sa mandature que American Mineral Field a fait tous ces dégâts à l'économie congolaise. Donc il y a parfois des conflits d'intérêts entre l'État, il y a parfois des conflits d'intérêts entre l'État, les hommes politiques, et parfois avec les hommes d'affaires qui essayent de pousser certaines entreprises, surtout celles qui sont proches donc, de leurs États ou bien de leurs propres intérêts. Donc, que ça soit une injonction des États-Unis ou pas, je pense que nous, Congolais, on devrait prendre avantage de ça pour renégocier les contrats. Mais en renégociant les contrats, qu'on essaye de tout faire pour tirer la couverture de notre côté. Pourquoi? Parce que le peuple congolais a été désabusé. Nous voudrons donc le rétablir dans ses droits. Il y avait... Bon, il y a eu notre ami, il est de la RTNC. C'est lui qui a parlé, qui a fait 4 ou 5 propositions. Non, il est professeur. Ah, il est professeur. Où? Au Bas-Congo, non? Professeur à l'IKV. l'IKV, c'est quoi? À l'université Joseph Kasavubu. Merci beaucoup pour les... À Boma. Okay. Merci beaucoup pour les propositions que vous avez faites. Vous avez recommandé que l'état de siège, les chefs de l'État accompagnent l'état de siège avec des mesures concrètes, notamment des suspensions des activités minières. C'est une décision qu'il faut analyser avec toutes ses conséquences. Il y a des activités minières légales, il y a des activités minières illégales. Je ne vois pas pourquoi il faut interdire les activités minières légales, parce que ces activités-là font vivre la population. Et en suspendant le tout, brutalement, on risque de créer une situation de misère dans toute la sous-région, dans toute la province. Mais je comprends la préoccupation que vous avez. De toutes les façons, ceux qui font des activités illégales, on ne négocie pas avec eux. Il faut les chasser, il faut les abattre. Donc, moi, je pense que ce qu'il nous faut, c'est arriver... Ce qu'il nous faut, c'est arriver à rétablir la paix, mais en rétablissant donc la paix, on doit tenir compte qu'il y a des populations légitimes qui sont là, qui travaillent et qui doivent continuer donc à vivre. Si on coupe simplement le plug, comme on dit en anglais, j'ai peur qu'on fasse plus de dégâts à la population qu'on veut aider. Donc c'est une mesure que vous proposez, mais qu'il faut analyser avec beaucoup de prudence. Maintenant, en ce qui concerne la protection du code minier, de 2018, qui donne à l'État environ 17% des parts. Je ne dis pas que le code en entier doit être jeté par la fenêtre, mais je pense que nous devons faire la relecture globale. Aujourd'hui que les choses ont changé, ce code a été adopté dans un... Moi j'étais à Washington à l'époque et je voyais le président Kabila pris d'assaut ou bien en sandwich par les compagnies minières qui entraient dans son bureau pour s'assurer que ce qu'on allait adopter était donc à leur faveur. Je crois que nous devons avoir une certaine distance en tant que pays quand on négocie avec ces firmes-là. Maintenant qu'il y a eu changement de régime, je souhaiterais qu'on fasse la relecture. Il y a des bonnes choses à retenir, mais il y a aussi des clauses qu'il faudrait que nous puissions renégocier pour remettre le peuple congolais dans ce droit. Je voudrais par exemple donner un exemple spécifique. Le code minier à lire conjointement avec la réglementation d'échange. On autorise aux compagnies exportatrices de minières
on les autorise, quand elles exportent, à rapatrier 60% des recettes d'exportation et à garder 40% à l'extérieur, soi-disant pour payer leurs factures, rembourser les dettes, acheter des équipements et consorts. Moi, honnêtement, professeur Émile Ilunga a dit tout à l'heure que l'Angola avait littéralement 66 milliards de réserves d'échange, n'est-ce pas? Je considère que dès le départ, le code minier et cette réglementation d'échange, dans cette disposition-là, favorise la fuite des capitaux. Comment voulez-vous donner blanket authorization, comme vous dites en anglais, comment est-ce qu'on dit, une autorisation aveugle aux compagnies minières pour que quand elles exportent, elles rapatrient simplement 60% et 40% elles gardent à l'extérieur? Voici ce que moi je proposerai sur cette question-là. Vous exportez, vous rapatriez au Congo 100% de ce que vous avez. On garde ça à la Banque centrale, ça augmente les réserves d'échange. Maintenant, quand vous avez besoin d'importer des équipements ou de payer des dettes, vous venez à la Banque centrale, on vous donne en priorité les devises étrangères dont vous avez besoin. Vous allez voir que par ce système-là, toutes les compagnies minières ne vont pas utiliser toutes les devises étrangères au même moment. Il y aura une augmentation sensible du matelas de devises disponible à la Banque centrale et qu'on va utiliser pour soutenir la valeur de notre monnaie. Ça, c'est pour cela que je considère qu'il faudrait qu'on refasse au moins la relecture du code dans son ensemble, qu'on voit les clauses qui sont bonnes et qu'on voit des clauses aussi qu'on peut modifier parce qu'il faut parfois se remettre en cause pour mieux faire pour le pays, pour le peuple congolais. Vous avez parlé de la Gécamine qui continue à spolier et à brader les ressources. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on change les gens là-bas. Si on a de nouvelles personnes, ils auront une autre vision. Parce que vous avez bien relevé, Yuma nous a bien parlé là-bas, et quand il parle, il termine, il continue à faire la même chose qu'il a toujours fait pendant 20 ans. Donc il faut apporter une autre vision. Et cette vision doit s'inscrire maintenant dans la vision globale de développement du pays, qui consiste, en ce qui concerne le secteur minier, à favoriser l'industrialisation, c'est-à-dire à transformer localement nos matières premières en produits semi-finis et produits finis à l'intérieur du Congo pour créer des emplois pour les Congolais, pour augmenter la production, pour avoir plus de biens finis et semi-finis à exporter pour gagner plus de devises à ramener au pays qui vont soutenir donc la valeur de la monnaie nationale. Donc c'est toute une vision de développement et j'ai peur que Yuma n'a pas évolué. Il reste toujours dans le même modèle qu'il a toujours géré jusqu'à présent. Et moi je pense sincèrement qu'il faut qu'il y ait des changements, non pas simplement à la Gécamine, dans ce que Yuma fait, mais il faut aussi qu'il y ait des changements au niveau de la FEC. Pourquoi? Parce que c'est une arme puissante qui doit être aux côtés du gouvernement, aider le gouvernement avec de nouveaux conseils. Mais en ayant les mêmes conseils qu'il a toujours donnés pendant les 20 dernières années, je ne vois pas comment les choses pourraient changer. Je vous remercie. Je crois que les amis ont encore des questions dans la salle. Il y a M. Henri Mutombo, agent Sokimo, qui a plaidé pour que les recrutements, notamment des mandataires, puissent se faire sur des bases qui permettent que ce soit les meilleurs d'entre nous qui prennent en charge les entreprises. Sinon, on va retomber dans le bradage et la spoliation. Je pense que cette expérience avait été tentée. Moi-même, je pense que j'en ai bénéficié aussi, puisque en 2006, il y a eu organisation des concours de recrutement des mandataires et tous les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur étaient invités également à postuler. Et on avait confié l'organisation de ces concours au cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers. Ce sont eux qui ont organisé ça. Et je pense qu'au terme des tests qui ont été organisés, on a eu quand même des profils des mandataires à un moment donné qui pouvaient répondre. Mais ceci étant, je ne peux pas dire sur toute la ligne que ça a été un large succès. Donc c'est possible. Parce que ça a été organisé en 2006-2007, c'est possible de passer et je pense que
à ces moments-là. L'avantage, c'est qu'on a eu des profils de mandataires qui étaient un peu éclatés, qui n'étaient pas nécessairement choisis sur base d'appartenance tribalo-ethnique ou bien des opinions partisanes, hein, je vais dire des idéologies politiques. Le professeur qui a parlé de l'université Kasavubu, que je salue au passage parce que j'ai un de mes collègues qui est le doyen, hein, qui est doyen là-bas, le professeur Nzita, c'est bien. Je pense que s'il y a une situation de casus belli, le chef de l'État pourrait peut-être être amené à prendre une décision fondée de suspendre, s'il y a des casus belli. Mais la situation que nous avons maintenant, et je pense que le collègue Tiani a répondu là-dessus, que tout à l'heure, sur cet aspect des choses, hein, pour dire que, bon, je ne vais pas utiliser les termes, hein, ceux qui nous font mal, on peut les aiguiller, c'est ça. Bon, on n'est pas ça pour ça. Pour ça, je pense que c'est une façon de parler. Il a parlé au sens figuré. Mais ici, ce qu'il faut dans ces zones minières, c'est de renforcer l'autorité de l'État. Il faut renforcer la réglementation. Il faut terroriser tous ceux qui viennent pour faire la spoliation. Il faut vraiment renforcer l'autorité de l'État. Et je pense que dans ces deux provinces, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient d'être fait, qu'on a ajouté justement à l'état de siège. Ce sont des gouvernements militaires. Donc je pense que l'armée qui a pris les choses en main et la police pourrait effectivement prendre des mesures particulières, notamment dans ces zones-là. Bon, les autres choses, je crois que ce sont des contributions. Si réellement la GECAMIN continuait à brader et à spolier, ça serait triste, puisqu'on a suivi la dénonciation faite par le PCA de la GECAMIN et qu'il ne peut pas dire une chose et son contraire, continuer à agir de cette façon-là. Ça serait comment dirais-je, sur le plan juridique, ça serait du récidive. On parle là de la récidive, et donc ça ne serait pas une bonne chose. Et je pense que les autorités compétentes peuvent suivre ces dossiers, si tel est le cas. Alors, il y a l'étudiant, un participant ici, étudiant, je crois, en LMD, je pense, maîtrise. MA. Master, ok, de William Booth. Hein? Alors, vous avez parlé de cette guerre. Il y a toujours une guerre entre la Chine et les États-Unis. Il y a toujours une guerre commerciale. Mais aujourd'hui, c'est l'accès aux matières premières. La Chine avait fait un peu, entre guillemets, main basse sur les matières premières, et l'Amérique veut retrouver la situation peut-être aussi qu'il avait dans les années 60, 70 ou 80. Donc ces guerres-là sont des guerres commerciales et qui se font et qui obéissent à certaines règles du jeu. Ça, c'est un fait. Ce sont des guerres diplomatiques. Ce sont des guerres d'influence. Et donc nous pensons qu'à ce qui nous concerne, il est bon que nous parlons seulement de la diversification de l'économie, mais il y a aussi une certaine diversification diplomatique et politique essentielle. Beaucoup de régimes ne survivent que lorsqu'ils arrivent à établir un certain équilibre avec les puissances, les grandes puissances. On ne peut pas donner accès à des richesses exclusivement à une puissance. Ça, c'est une situation qu'on ne peut pas gérer ni à moyen ni à long terme. Alors, je voudrais ici également rencontrer quelques préoccupations exprimées par notre maman, Madame Angèle Makombo, que je salue au passage aussi, ça fait longtemps. Et c'est vrai, il faut de la volonté politique. Et je pense que la déclaration du chef récemment à Kolwezi montrait qu'il faut aller dans cette direction-là, d'exprimer cette volonté politique dont le pays vraiment a besoin. J'ai visité les Botswana, j'ai vu leur expérience extraordinaire, les niveaux de vie, la qualité de vie. Il y a des capitales, quand vous arrivez, vous êtes stressé à mort. Imaginez-vous, pour quelqu'un qui vient de Botswana, qui atterrit à l'aéroport d'Ndjili et qui doit traverser d'Ndjili, ne fût-ce que jusqu'à Limete. Mais il va demander de rentrer, il va poser la question, est-ce qu'il y a une insurrection ici?
Parce que voir le nombre de gens qui sont à pied et ceux qui sont dans le véhicule, vous avez l'impression qu'il y a une insurrection, vous posez beaucoup de questions et ça stresse. Mais dans ces pays, vous atterrissez dans un aéroport comme si vous étiez chez vous à la maison, quoi. J'exagère pas, ceux qui ont fait Gaborone les savent. Et vous traversez la ville immédiatement, vous êtes la ville et le parc. Vous rentrez même dans un parc, vous visitez les lieux et les restes. C'est comme au Kenya, vous atterrissez, le temps de rentrer dans la ville, vous pouvez faire un tour au parc qui traverse la ville. Et nous aussi, on avait ces grandes idées. Regardez les parcs, les domaines présidentiels de l'Antélé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, on est rentré dans tous les antilopes, les gazelles qui étaient là, tout ce qu'on avait comme faune et flore. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Alors qu'on nous enviait. On entendait à l'époque, par exemple, ici, la plupart des chefs d'État qui traversaient les boulevards du 30 juin ici, ils étaient très touchés par la qualité, notamment de notre terrain de golf ici. En plein centre-ville, on avait un terrain, on a encore, mais bon, il n'a plus les qualités qu'il avait avant. Tout cela montrait la qualité de la vie, le fait qu'il y a une vie paisible et tout ça. Il faut reconstruire tout cela. Et sur le plan des minéraux, c'est vrai que Mbuji-Mayi devait être ce qui est à l'image de Gaborone. C'est la capitale mondiale du diamant. La puissance minérale de ce qu'il y a comme réserve dans les Kasaï là-bas par rapport aux minéraux n'a rien à comparer à ce qu'il y a à Gaborone. Nous, on devait avoir 2-3 fois. C'est un rapport de la Banque mondiale de 1900, la revue économique de 2015 qui l'a dit. Le Botswana n'a pas le même potentiel que la RDC. Le potentiel de la RDC 2 fois, 3 fois plus. Mais quand on regarde la rente, quand nous, on a une rente qui n'arrive même pas à 1 milliard, ils sont à 25 milliards. Et donc, il y a vraiment, c'est un exemple, et je pense qu'au Conseil économique et social, vous avez vraiment du moule, de la graine à moudre. Hein. Alors, concernant effectivement la formation, c'est vrai, nous avons un problème fondamental dans notre université. Je m'excuse, j'étais à la tête de l'université congolaise, comme ministre de l'enseignement supérieur. Nous avons réformé. Vous savez, en 2003, je vais faire une petite parenthèse. En 2003, quand je suis arrivé, il y avait 28 ans passés qu'on n'avait jamais réformé le programme d'enseignement. C'est-à-dire, on enseignait en 2003 avec la même méthode qu'on enseignait en 1978. Imaginez, en 2003, on avait déjà des portables, alors qu'en 1978, si vous dites à quelqu'un que voilà, voyez cet appareil, tu peux parler avec ton cousin qui est aux États-Unis, parti depuis 20 ans ou quoi, il va te traiter de sorcier. Il dit comment? Les téléphones, c'est les fils, et puis vous avez une standardiste qui doit refaire 10 fois les numéros pour avoir un contact. Donc le niveau de la science et la technologie est totalement dépassé. On continue à enseigner en 2003-2004 avec des programmes qui ont été déterminés à une époque où la technologie n'avait plus droit à voir. Et donc la problématique aujourd'hui, c'est que comment faire en sorte que l'excellence devienne la règle, là où c'est l'exception aujourd'hui. C'est-à-dire quand on vous présente 10 étudiants, il y a quelques temps, on vous dira, bon voilà, sur les 10, il y a au moins un qui est bon, ou 2 ou 3. Donc l'excellence était devenue une exception. Et c'est les combats que nous sommes en train de mener. Par exemple, aujourd'hui à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques, on a entendu trop parler des problèmes de l'université congolaise en disant le point où les codes transmissibles sexuellement, économiquement, chacun de nous en sait quelque chose. Tout simplement parce que on est arrivé à un moment où les relations entre les professeurs et les étudiants, c'était presque de la culpabilité. Mais ce que nous avons fait en tant que doyen, dès la première année aujourd'hui, j'ai imposé, et on a mis en place, et ça marche très bien, l'anonymat. Les professeurs corrigent sans savoir la copie de qui ils corrigent. Et donc la question des notes transmissibles, il n'y a plus question. Merci. Et nous devons aussi orienter nos formations aux besoins de la société. L'université congolaise a été créée avec comme mission de répondre aux besoins de la société. Hélas, on a beaucoup, quelqu'un parlait ici que nous avons transformé l'UPEN en université. Oui, nous sommes arrivés dans une réalité telle que Kinshasa à l'époque, avec 10 millions d'habitants,
n'avait qu'une seule université publique, l'UNIKIN. Et il y avait un taux de saturation tel que pour un siège, il y avait 242 étudiants. Or, il y a beaucoup d'universités dans la ville de Kinshasa, mais tous les parents n'ont pas le moyen d'envoyer leurs enfants au prix ou au tarif des établissements privés. Et donc l'université publique doit être là. L'université de la République, on parle de l'école de la République. J'ai dit, on ne peut plus. L'UNIKIN est saturé. Mais j'ai eu la chance d'aller faire visiter le directeur général de l'UNESCO, l'UPN, à l'époque institut. Mais on arrive des auditoires vides. Il n'y a plus les métiers d'enseignants. Comme ça ne paye plus bien, il n'y a plus de vocation, ça ne suscite plus de vocation. Et donc il fallait faire quelque chose, sans compter le fait que quand on a créé l'IPN, c'était la seule institut supérieur pédagogique. Mais les années sont passées, 40 ans, 50 ans sont passés par là. Il y a au moins dans chaque territoire de la République démocratique du Congo aujourd'hui un ISP. Et même ici à Kinshasa, vous avez l'ISP à Gombe ici. Donc on n'est plus dans cette idée du départ, elle était déjà totalement dépassée. Et c'est comme ça qu'on avait commencé la bataille pour que, de sa transformation en université. Dieu merci, ça a été un long combat. Comme m'a dit beaucoup que la naissance s'est faite par césarienne. Mais elle est là, elle a permis de désengorger. Et aujourd'hui, c'est une université qui fait fierté. Les nombres de docteurs qui sont formés, les spécialisations, les facultés qui ont été multipliées, c'est une bonne chose, mais c'est encore insuffisant. Vous avez une ville de 15 millions d'habitants. C'est comme la population de Congo-Brazzaville, du Gabon. Vous m'arrêtez s'il y en a trop. Hein. De la République centrafricaine. Imaginez ces 3 ou 4 pays n'envoient qu'une seule université publique. Ce serait réaliste. On dit une ville, une université, mais quelle ville? Une ville de 15 millions, de 12 millions, de 10 millions d'habitants? Prenez la proportion à la juste mesure. Et donc, aujourd'hui, nous devons mettre l'université en phase avec les besoins de la société. Il faut des géologues. Il faut des gens que nous-mêmes, nous puissions faire l'audit de nos réserves. Lorsque nous avançons des réserves ici, qui nous disent qu'il n'y en a pas? Il y a des coins de la République, on dit les vraies cartes se trouvent peut-être à Tervuren ou en Belgique, parce que eux, ils avaient commencé ce travail-là d'évaluation des réserves, du potentiel minier. C'est là où tout doit commencer. On ne sait même pas quel est le vrai potentiel des réserves minières. On a tellement vendu les minéraux, on a cédé, vendu les minéraux, bradé les minéraux de la Gécamine, qu'on est étonné que jusqu'aujourd'hui, la Gécamine a certaines réserves. Donc il y en avait plus que ce que l'on pensait. Donc je suis parfaitement d'accord qu'il faut beaucoup de géologues, il faut aussi beaucoup de managers, des gens qui ont la capacité de manager, de la créativité, de l'innovation. Il faut vraiment, et là les capitaux humains deviennent décisifs sur l'essor de notre pays. Les capitaux humains deviennent décisifs, la qualité de la formation. La guerre de l'eau, elle est déjà à nos portes, elle est déjà là. L'affaire du lac Tchad, qu'il faut renflouer, c'est déjà une guerre de l'eau. Détourner, on ne sait pas, peut-être ils passeront vers la République centrafricaine pour détourner l'eau de la rivière Ubangi. Ubangi, c'est l'un des plus gros affluents du bassin du Congo. Et ce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas rester simplement en disant les bassins du Congo, croyant seulement les fleuves Congo, les grandes rivières que nous avons ici. Le bassin du Congo est plus grand que la superficie du Congo. Nous faisons 2 345 et 409 000 km², mais le bassin du Congo fait 3 millions. C'est-à-dire que les eaux du fleuve Congo, le fleuve Congo charrie des quantités d'eau qui viennent des autres pays. Nous partageons la grande rivière Ubangi avec la Centrafrique, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui on capte les eaux de la rivière Ubangi pour les envoyer renflouer les lacs Tchad, ça veut dire qu'il y a un affluent important du fleuve Congo qui va nous créer des problèmes. Donc la guerre de l'eau, vous avez raison, il faut commencer ces débats et je pense que notre ami à ma droite ici, hein, Freddy Moulumba, pourra effectivement dans le futur, monsieur le DGA, dans le futur il y a un débat, la guerre de l'eau. C'est pas moi, c'est notre maman qui a lancé l'idée. Il faut qu'on discute aussi, qu'on parle sur la guerre de l'eau. Les jeunes que vous voyez ici, Katamboué, qui est en 2e graduat, c'est vraiment un phénomène. Vous l'aurez constaté. La question qu'il a posée, je vais simplement lui répondre parce que par la définition de ce qu'on entend les sous-développements, vous êtes préoccupé de savoir pourquoi on façonne, on défaçonne l'économie en développement. C'est cela, n'est-ce pas? Les aspects structurels, les aspects conjoncturels. J'ai bien suivi la pensée que vous vouliez exprimer, mais retenez une chose, que les développements, c'est un changement de mentalité en faveur du progrès.
Donc le développement, c'est aussi un phénomène culturel. Il faut acquérir la culture du développement. Le développement se fait par accumulation des ressources. Nous, au lieu d'accumuler des ressources, nous sommes en train de brader, de détruire les ressources. Comme nous les détruisons, nous ne pourrons jamais accumuler pour sortir du sous-développement. Nous allons mener ces combats contre le sous-développement en faisant de l'accumulation plutôt que de la destruction de nos richesses. Et je voudrais compléter ici que ce que le professeur Tchani répondait à la même question ici, qu'effectivement, si avec 4,4% de croissance, nous attendrons 2 siècles, 8 ans pour arriver à rentrer dans les clubs des pays émergents, mais sachez que si nous faisons l'effort minimal d'avoir au moins chaque année 22% de croissance, c'est possible. L'Angola, l'Ouganda et tous les autres pays, même ici de la région, l'ont fait. Si nous arrivons à une moyenne de 22%, je peux vous assurer qu'en 15 ans, la RDC va retrouver l'Afrique du Sud, va retrouver la Russie, va trouver le Brésil, l'Inde comme étant, la Chine comme étant un pays émergent. J'ai dit, je vous remercie. Je salue l'entrée du ministre Modeste Motienga dans la salle, bien qu'il soit discret. Ok, je pense que notre plus grand problème, je l'ai dit dans les petits mots que j'ai faits, est que le Congo, c'est un pays spécial, l'État congolais, depuis sa création. C'est un État qui est considéré comme une entreprise. Ceux qui doivent être des présidents sont des gérants. Ils ne gèrent pas seulement pour les intérêts, ils gèrent seulement pour les intérêts des étrangers et pour les propres intérêts. Je prendrai l'exemple de Léopold II, qui était gérant. Quand il a commis des bêtises, on a revu le Congo dans la Belgique. Je prendrai aussi l'exemple de Savobo Lumumba. Et quand Lumumba voulait s'opposer aux multinationales, on l'a assassiné. Je prends comme exemple de Mouzé Kabila. Donc c'est pour vous dire que nous sommes un cas spécial, qu'on soit conscient. La plupart des multinationales estiment que ces pays, ces matières premières leur appartiennent depuis 1885. Il y a une étude faite par Banzama Lalé, qui est professeur, intitulée « Des aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours 1860-2006 ». Banza a fait une étude. Il a vu que chaque fois, donc les guerres qui sont parties de 1900, on peut dire 90, jusqu'à 2011, c'est pendant cette période que la plupart des contrats de concession sont arrivés à terme. Donc les premiers contrats étaient signés en 1900 par Léopold II avec les multinationales. Les derniers étaient signés par la Belgique avec les multinationales vers 1921-1926 avec l'histoire de Kivu. Et il a fait une étude, il a vu que toutes les guerres se passent pendant cette période. Et c'est pendant cette période que les concessions sont arrivées à terme. C'est pour vous dire, notre problème, nous sommes en face des systèmes capitalistes. On n'a pas, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas, comment dirais-je, la Grande-Bretagne. Ce sont des capitalistes qui étaient à Berlin en 1885 qui nous posent des problèmes. C'est ça l'effet. Deuxième chose que je voudrais apporter ici, j'ai assisté au débat sur le contrat, le nouveau code minier, qui a été publié en 2018. En fait, quand il y a eu le débat au Parlement, et tout le monde était d'accord qu'il fallait revoir ce code minier, on a envoyé la loi, donc le code chez le président Kabila pour qu'il puisse promulguer. Normalement, il devait le faire dans 15 jours. Le code arrive, monsieur le patron de Glencore écrit une lettre pour dire à Kabila que les entreprises ne sont pas gagnantes. On doit prendre ces codes et les remettre au Parlement, qu'on puisse revoir. Kabila dit c'est impossible, parce que c'est le peuple qui a voté ce code. Moi, je ne fais que promulguer. Ils ont refusé. Il a dit dans ces conditions, on va négocier. On a envoyé sur place
des sous-fifres, donc des petits chefs. Kabila a refusé de recevoir. Ils sont repartis. Et les grands sont arrivés, les grands des majors miniers sont arrivés ici à Kinshasa. Ils sont arrivés le matin, ils pensaient rentrer le soir. Ils ont passé la nuit ici, avec leurs guettes. Le matin, donc les jours suivants, ils ont été reçus vers 14h. De 14h à 21h, il y a eu un débat pendant 8 heures du temps entre Kabila avec les experts congolais en face de ce grand minier. À la fin, Kabila a dit on va promulguer, mais on verra cas par cas. Et M. de Glencore fait encore une menace. Il rappelle à Kabila, n'oubliez pas, c'est moi, donc c'est nous qui avons stabilisé le Congo. Donc les déclarations du chef de l'État, Félix Tshisekedi, doivent être prises au sérieux et mobiliser notre peuple. Ces gens sont des bandits. Ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas de morale. Ils vont comprendre quand il y aura les rapports de force. Ils verront que Félix Tshisekedi, derrière lui, il y a toute la population, ils vont négocier. Mais s'il n'y a pas un soutien de notre population, je vous assure, nous risquons de regretter un jour. Donc, c'est une occasion, surtout aux jeunes gens, de vous préparer. Vous devez être capable d'avoir des arguments parce que l'Occident, il faut en face de lui un rapport de force intellectuel. Malheureusement, les Congolais ne lisent pas, même les étudiants, même certains professeurs ne lisent pas. Nous passons à la télévision, nous discutons beaucoup. Et après, les Blancs disent, vous connaissez, les Congolais sont comme ça, ils vont parler, puis ils vont se fatiguer, vous donnez un peu d'argent, c'est fini. Donc c'est aux jeunes gens qui sont dans la salle, les étudiants, à qui je parle. Deuxième élément que je voudrais aborder, c'est sur la guerre entre la Chine et l'Amérique. Nous sommes au cœur des enjeux géopolitiques entre l'Occident, l'Amérique en tête, et la Chine. Et on veut contrôler les minerais du Congo. Nous avons 64% du cobalt et on vient de découvrir encore une réserve de lithium à Manono. Donc, la clé du succès de la révolution numérique et de la transition énergétique dépend du Congo. Donc, nous avons la clé de puissance. Si on a des dirigeants sérieux, une élite intelligente, compétente, nous pouvons discuter en position de force. Malheureusement, nous avons une élite très faible et médiocre. Voilà pourquoi nous sommes toujours perdants. Mais là où la situation c'est complique, est que la Chine est en avance sur le plan technologique avec les 5G. Paraît-il qu'ils sont déjà au niveau de 6G. Et l'Amérique est en retard. Donc si on laisse la Chine contrôler la matière première du Congo, l'Amérique va disparaître. Que faire? Il faut que l'Amérique soit avec le Congo pour contrôler la matière première. C'est ça l'enjeu. Mais cette fois-ci, comme nous sommes en position de force, nous pouvons bien discuter, bien négocier. Malheureusement, je vois beaucoup de politiciens qui discutent à la télévision. Hein, chacun cherche toujours à avoir les 30% et les 10%. C'est ça le malheur de ce pays. Donc, ce qu'il faut faire, j'ai profité de cette occasion, comme il y a beaucoup d'étudiants ici. Hein, on a parlé de Clinton et autres. Il y a un livre qui a été publié par un Américain, hein, Clinton Cash, où on explique les cas du Congo ici. Combien de gens l'ont lu? Il y a encore un autre livre écrit par un Canadien. Je pense que ça, Prof. Kango Nambaye le fait m'expliquer. Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Cet homme a souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était obligé de retirer son livre. Là, il y a un grand procès contre ces gens. Il s'est calmé, on a retiré tout. Vous ne pouvez pas retrouver ça en circulation. Parce que pour dire que ces gens sont très puissants. Il y a aussi l'autre de M. Raphaël Ngoyi. Je pense que c'est celui dont vous parlez. Défi la Jacamine, c'est un spécialiste. Vous avez encore les derniers, c'est en 2019. Il a parlé du cas de Yuma. Moi, ce que je demande aux jeunes, c'est de lire. C'est tous les étudiants. Les étudiants doivent lire parce qu'on voit chaque fois quand on discute, on sent que la jeunesse n'est pas informée. Madame, Madame, il y aura le Wi-Fi gratuitement, je pense qu'on peut quand même s'informer. Ça, je l'ai lu sur Internet, je n'ai pas payé l'argent. Ok, donc, si on a la volonté d'apprendre, on va apprendre. Donc, c'est au procès d'université d'imposer la discipline à leurs étudiants pour qu'on ait demain, dans 10 ans, 20 ans,
des gens de qualité qui peuvent gérer ces pays. Parce que nous risquons de se retrouver peut-être dans 20 ans, il n'y a pas d'élite. L'exemple est là. Les enfants n'étudient pas. Donc, je voulais vous dire que la décision du chef de l'État, elle est salutaire. Mais n'oubliez pas, il faut que le peuple congolais, toutes les élites se mobilisent pour soutenir sa décision, pour qu'on revoie ces contrats léonins. Si on ne les fait pas, on va les regretter. Je vous remercie. Merci.